Pour que nature vive. Pour que nature vive. nature vive. Le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète. Le vivant et notre planète. Série spéciale Océan. Une odyssée avec les scientifiques du Muséum. Pourquoi l'océan est-il salé ? Avec Catherine Jandel. Il y a des eaux douces et des eaux salées. Ça, tout le monde le sait. Ce qu'on sait moins, c'est pourquoi et comment le sel s'est répandu dans l'océan. Catherine Jandel, géochimiste, directrice de recherche au CNRS et directrice de l'Observatoire Midi-Pyrénées, partenaire du Muséum national d'histoire naturelle, va résoudre ce mystère. Bonjour madame. Bonjour. Alors dans un épisode précédent, Jérôme Alléon nous a expliqué comment l'eau serait arrivée au moment de la formation de la Terre. Voyons maintenant pourquoi cette eau est salée dans l'océan. Et tout d'abord, commençons par le commencement. Qu'est-ce que le sel ? Le sel, c'est probablement un des éléments chimiques le plus commun que nous utilisons, puisque le sel de table, beaucoup de gens l'ignorent, mais c'est un produit chimique. Il est constitué de deux éléments chimiques, le sodium et le chlore, qui, lorsqu'ils sont sous forme de sel de table, ça veut dire qu'ils sont secs. Ils sont secs parce qu'ils ont été évaporés à partir de l'eau de mer. Et quand ils sont sous forme solide, c'est des petits cristaux, parce que le sodium et le chlore sont mariés. Ils sont complètement collés l'un à l'autre. Vous les mettez dans l'eau, ils se séparent, c'est le divorce. D'un côté, on a le Na+, le sodium qui part avec sa petite valeur plus. Il y a le chlore qui part de l'autre côté avec son petit moins. Il y en a un qui a gagné un électron, l'autre qui l'a perdu. Quand ils se retrouvent dans l'eau, le chlore et le sodium séparés sont très, très solubles. Et donc, on a toujours le sel. C'est plus le sodium que le chlore qui donne le goût de sel. Et donc, on va avoir ces deux ions, donc nos deux éléments chimiques, qui vont être complètement solubles et être présents dans l'eau, donner le goût de sel, mais ils ne se comportent évidemment plus du tout comme le sel de table lorsqu'il est sec sur la table. D'accord, mais revenons à l'énigme. D'où vient-il ce sel dans la mer ? Alors, avant de dire d'où vient le sel dans la mer, il faut qu'on fasse un petit arrêt sur image sur notre planète Terre. Les géochimistes, le métier dont je fais partie, et puis les gens qui modélisent le climat aussi, ont décrit notre planète sous forme de réservoir. Le réservoir ou le compartiment continent. Continent, c'est celui sur lequel on vit. On vit sur ce que l'on appelle la croûte continentale. On y a construit nos maisons. C'est là qu'il y a les fleuves, c'est là qu'on se déplace, etc. Ça, ce sont les continents. À côté, on a l'atmosphère. L'atmosphère, c'est ce qu'on respire. L'air, où il y a les nuages, la pluie, etc. Et puis le troisième réservoir, eh bien, c'est l'eau douce des lacs et l'eau de l'océan, bien sûr. Le troisième gros réservoir de la planète, c'est l'océan. Et ces trois réservoirs, ils échangent des éléments chimiques, mais en permanence. En fait, la Terre, c'est une gigantesque usine chimique. Alors, il peut y avoir des éléments chimiques qui, par le biais de l'érosion, alors, qu'est-ce que c'est que l'érosion ? C'est quand les pluies, les vents, le gel attaquent les roches et les sols qui sont à la surface de la Terre. On va le voir très très vite, par exemple, avec les poussières. Donc, on décolle des poussières sahariennes avec les vents. Ils peuvent être transportés par l'atmosphère vers l'océan. Mais tout aussi bien, quand il y a une grosse crue, on voit que les rivières deviennent toutes marron. C'est parce qu'il y a de la matière qui a été arrachée à ce continent par l'eau et qui va être apportée à la mer, au réservoir de la mer. Alors si on réfléchit bien, quand il y a l'érosion, on a des vecteurs qui sont l'eau et les vents, qui vont transporter ces produits qui ont été arrachés à la croûte continentale vers l'océan, par le biais de l'atmosphère ou par le biais des rivières. Et donc l'océan, qu'est-ce que c'est ? C'est un réservoir qui va recevoir tous les produits chimiques que l'on a sur Terre. Tous les éléments chimiques de la classification périodique. Parmi ces éléments, il y a du sel. Plus ceux que l'on a fabriqués, qu'on appelle les éléments artificiels, par exemple les éléments radioactifs, les hormones, les produits médicamenteux, etc., etc. Ces éléments chimiques, ils restent plus
plus ou moins longtemps dans la grande bassine, dans cette espèce de grand réservoir qu'est l'océan, qui est absolument immense. Ils restent plus ou moins longtemps selon qu'ils sont solubles ou insolubles. Les insolubles, par exemple le fer, l'aluminium, sont des éléments qui vont arriver comme les autres par les produits de l'érosion, mais une fois dans l'eau, le fer, par exemple, il va fabriquer très très vite des micro-petites particules de rouille qui vont tomber au fond de la mer, ou bien il va s'accrocher à d'autres particules parce qu'il n'est pas du tout soluble, et partir assez rapidement dans les sédiments. Alors que notre sel, qui lui est très très soluble, il va rester dans l'eau, exactement comme dans le verre d'eau quand on l'a salé. La seule façon de le faire partir, c'est par évaporation. Et donc, au lieu de rester 1 ou 2 ans, il reste 100 millions d'années dans l'océan. Donc, il y a plein d'océans qui ont vu passer du sel, qui est plus ou moins vieux quand même, puisqu'il reste très longtemps. Alors, puisque vous me lancez sur le temps infiniment long avec ces 100 millions d'années, comment ça s'est passé à la formation de la Terre? Est-ce que l'eau était déjà salée? Que s'est-il passé à la formation de la Terre? Il y a beaucoup d'hypothèses. Donc, elle a 4,6 milliards d'années, la Terre. Au moment où elle s'est accrétée, elle a été essentiellement très chaude, bombardée par des météorites. Elle était très 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 active au niveau volcanisme. Qu'est-ce que font les volcans? Ils émettent dans l'air du gaz carbonique et du chlore. Et d'autres éléments chimiques, mais là on va parler du chlore. Ce chlore, il s'est dissous dans l'eau très très vite, puisque le chlore part très vite dans l'eau, et donc très vite l'eau qui était sur Terre, et en particulier les océans, ont reçu ce chlore. Comme il y avait du ravinement et comme il y avait beaucoup d'érosion, les eaux des océans primitifs ont aussi reçu du sodium qui a été arraché aux roches. Donc on avait déjà du chlore et du sodium. Et depuis toujours, ce système d'érosion qui apporte des éléments chimiques à l'océan apporte du chlore et du sodium. Les eaux douces de nos rivières aujourd'hui contiennent du sel, mais on ne le sent pas parce que c'est beaucoup moins concentré que ne l'est la mer, qui est cette espèce de réservoir qui a ce sel qui y reste quand même très longtemps. Mais alors si ça fait 100 millions d'années que ça arrive, pourquoi est-ce que la salinité de l'océan, elle n'augmente pas de façon exponentielle? Alors, les 100 millions, c'est le temps moyen que reste le sel dans l'océan. De même que si j'ai pris le fer tout à l'heure, lui, il va rester quelques dizaines d'années dans les profondeurs, 1 ou 2 ans en surface, ce qu'on appelle, nous, le temps de résidence. Donc, en fait, il y a un stock de sel qui reste à peu près 100 millions d'années, mais qui est renouvelé. Exactement comme dans un compte en banque, l'argent rentre, l'argent sort, il y a un stock d'argent qui reste, mais il est renouvelé. Et donc notre sel qui est là, comment il sort? C'est par évaporation. Le plus commun que l'on connaisse, ce sont les marais salants. Mais quand il y a des grosses évaporations dans certaines régions où il fait très très sec et où il y a de l'eau qui s'accumule salée et qui va finir par s'évaporer complètement, on peut fabriquer des dépôts de sel avec des épaisseurs d'1 kilomètre ou 2 kilomètres. On en a en région parisienne. On a des roches, on appelle ça des roches d'évaporite. À Cormeilles en Parisie, je me rappelle quand j'étais en 4e, j'allais sur le terrain chercher des gypses et des jolies roches, des évaporites, très très riches. Enfin, c'est des produits de la sédimentation du sel lorsqu'il y a évaporation. Évidemment, le sel de table vient de là aussi. Et donc, on a des régions où le sel s'évapore et on a des régions où l'eau, en particulier l'eau des rivières, pas l'eau de pluie, elle amène du chlore et du sodium à l'océan. Et c'est un équilibre entre les deux qui fait que ça ne se sursale pas, sauf dans certaines régions. Donc effectivement, les régions ont un rôle important, la température a un rôle important. Pour bien comprendre, prenons l'exemple de la mer Méditerranée. C'est pas la mer la plus chaude au monde, donc pourquoi est-ce que celle-ci est parmi les plus salées de la planète? Peut-être avant de parler de la Méditerranée, il faut que j'introduise la notion de densité de l'eau. Qu'est-ce que c'est la densité de l'eau? Bien, c'est exactement comme sur Terre quand on est habitué à mettre de l'huile sur de l'eau. L'huile est plus léger que l'eau et on aura l'huile qui flottera sur l'eau parce que c'est moins dense. Donc la mer, c'est pareil. On s'imagine en la regardant que tout est homogène de la surface au fond. En fait, la mer, elle est comme un millefeuille. L'océan, il est constitué de couches d'eau avec les eaux les plus légères en surface et les eaux les plus lourdes en profondeur. Les unes sont au-dessus des autres en raison de leur densité. D'où résulte la densité? De la teneur en sel et de la température. 2 paramètres pour définir la densité. Les eaux chaudes,
sont plus légères que les eaux froides. L'eau peu salée est plus légère que l'eau très salée. Donc plus il y a de sel dans l'eau, plus elle sera dense. Plus elle est froide, plus elle sera dense. Et donc, dans l'océan, vous avez des eaux froides et peu salées, des eaux chaudes et très salées, etc., etc. Et tout ça, ça va déterminer à un moment donné la densité d'une eau. C'est le rapport entre les deux qui est important. Et ça définit la profondeur à laquelle vous allez trouver votre niveau d'eau. Typiquement, Méditerranée, on va la prendre. Les eaux légères, en surface, rentrent depuis l'Atlantique au détroit de Gibraltar. C'est la seule communication avec l'océan ouvert pour notre mer Méditerranée. Elles vont faire un voyage dans la Méditerranée en surface au départ et elles vont s'évaporer sous l'effet du soleil, du fait qu'il y a peu de pluviométrie, elles s'évaporent. Et en particulier dans le bassin Est, c'est-à-dire dans la zone des îles grecques et de la Libye, etc., dans toutes ces régions où vraiment il fait très très chaud, à un moment donné, elles sont tellement évaporées, la salinité est passée de 37 grammes de sel par litre, à peu près, qui est l'eau de l'Atlantique, à 40. Et là, elle est trop lourde, donc elle va passer en dessous. Et elle repart dans son voyage par le détroit de Sicile et elle arrive à Gibraltar et où elle va sortir sous l'eau de l'Atlantique qui continue à rentrer. Donc on a un croisement à Gibraltar. Les eaux de surface rentrent depuis l'Atlantique vers la Méditerranée, les eaux salées sortent. Alors s'il y avait un équilibre entre les eaux douces qui rentrent et les eaux salées qui sortent, elles ne s'évaporeraient pas. Le problème, c'est que d'une part, il fait chaud, et d'autre part, elle reçoit beaucoup moins d'eau douce, en particulier depuis qu'on a mis des barrages partout, puisque les rivages de la Méditerranée sont surpeuplés, donc elle reçoit beaucoup moins de rivières. Le réchauffement climatique, ça aide aussi, parce que ça se chauffe plus, et donc on a une mer qui est vraiment salée, et qui est un bassin d'évaporation, c'est-à-dire qu'elle continue à se saler. Un autre exemple, si vous voulez bien, parce que toutes les eaux n'ont pas la même salinité, loin s'en faut. Et alors il y a un paradoxe, c'est que la mer Baltique, c'est aussi une mer quasi fermée, et pourtant elle, contrairement à la Méditerranée, elle est très peu salée. Donc comment ça s'explique ? Alors j'ai dit que l'entrée et la sortie, c'était Gibraltar. Donc côté Baltique, c'est le détroit qui se trouve entre le Danemark et la Suède. Mais la mer Baltique, elle est beaucoup moins profonde que la Méditerranée. Donc elle est beaucoup plus souvent renouvelée par cette eau qui vient déjà, qui n'est pas trop salée, elle a à peu près la même salinité que l'eau de l'Atlantique qui arrive en Méditerranée. Et l'autre chose, c'est qu'il y a beaucoup moins de barrages et qu'il y a beaucoup plus de pluie. C'est quand même pas du tout les mêmes météos sur la Baltique. Il y a beaucoup plus de neige aussi, et les rivages de la Suède, les rivages de la Finlande, les rivages de la zone de Saint-Pétersbourg et puis des pays baltes amènent beaucoup d'eau douce à la Baltique, ce qui fait que sa salinité est faible. Elle est peu profonde, elle est très renouvelée, et elle reçoit beaucoup d'eau douce. Donc, contrairement à la Méditerranée, c'est un bassin qui est plutôt un bassin de dilution. Peut-être pour terminer, l'actualité nous rappelle avec acuité la rareté de la ressource en eau douce. En revanche, l'eau salée, elle est éminemment abondante, raison pour laquelle certains pensent à sa désalinisation comme solution miracle au stress hydrique. Expliquez-nous pourquoi il s'agit là encore d'une fausse bonne idée. Alors, en fait, la désalinisation, ça consiste effectivement à pomper de l'eau de mer, à utiliser des procédés qui permettent d'extraire l'eau douce et rejeter le sel. Il faut reconnaître que c'est quelque chose de très très compliqué. Vous, si vous voulez trier de l'eau et du sel, vous êtes obligé de l'évaporer. Et vous avez le sel d'un côté et l'eau de l'autre. Et donc là, c'est des mécanismes un peu plus sophistiqués que ça, mais n'empêche qu'à un moment donné, ils fabriquent une saumure, c'est-à-dire une eau sursalée qui rejette dans la mer, qui vient d'être pompée. Donc localement, il va y avoir des sursalinisations, et si on multiplie sur toutes les côtes, et en particulier les côtes de la mer Rouge, moi j'ai été à Eilat. Eilat, c'est une ville israélienne qui est au pied du désert. Elle est verte, il y a de la végétation et des oiseaux partout, mais en fait, il y a de l'irrigation partout, parce que dès qu'on sort d'Eilat, c'est du désert, et elle vit de l'eau qui a été désalinisée.
Et cette mer Rouge qui est déjà salée par nature, on la sale encore plus, c'est extrêmement mauvais pour la biodiversité. La saumure qui est rejetée, elle est chargée de produits chimiques parce que le processus de désalinisation met les produits chimiques. Donc sincèrement, la meilleure solution, c'est de l'économiser, l'eau. Elle est bien trop précieuse pour qu'on puisse rêver de récupérer celle de la mer pour pouvoir s'hydrater. Sur l'eau aussi, sobriété plutôt que technosolutionnisme, c'était très clair. Merci infiniment d'avoir partagé vos connaissances avec nous, Catherine Jandel. Dans cet épisode, vous venez d'écouter Catherine Jandel, géochimiste, directrice de recherche au CNRS et directrice de l'Observatoire Midi-Pyrénées, partenaire du Muséum national d'histoire naturelle, interviewée par Vincent Hédin. Pour que nature vive, un podcast produit par le Muséum national d'histoire naturelle et création collective, avec le soutien du Crédit Agricole et de la financière de l'Échiquier. Pour la réédition du livre Avant que nature meure de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une postface intitulée Pour que nature vive, qui a inspiré le titre de ce podcast.